Nous avons parlé de polar, nous avons parlé de la France d'aujourd'hui et de celle d'hier. Tiens, allons faire un tour du côté de l'histoire des sciences, qui peut être absolument passionnant, pour peu qu'on sache nous y intéresser. Et vous devriez tous avoir comme prof Jean-Pierre Luminet. Regardez, cet astrophysicien qui est également un romancier et un poète. Depuis 1991, l'astéroïde 5523 porte le nom de Luminet. Jean-Pierre Luminet est astrophysicien, directeur de recherche à l'Observatoire de Meudon. Il s'intéresse de très près à ce qu'on ne peut pas voir. Il est spécialiste de deux choses, les trous noirs, vous savez, ces objets, ces astres si denses, si massifs et si denses, qui retiennent tout, même la lumière, donc a priori on ne pourrait pas les voir, et aussi de la cosmologie, c'est-à-dire de l'étude de l'architecture de l'univers. Et l'architecture de l'univers, c'est quelque chose d'assez invisible. Et pour décrire l'invisible, Jean-Pierre Luminet imagine les notions de crêpes stellaires et d'univers chiffonné. Il publie aussi plusieurs ouvrages de vulgarisation scientifique et multiplie les conférences. Mais il ne se contente pas d'être astrophysicien. Il écrit des poèmes, il a dessiné beaucoup, je crois, quand il était jeune. C'est un pianiste. Je pense que tout ça, c'est de la création, en fait. La science et l'art, c'est de la création. En 2006, il entame avec Le Secret de Copernic une série consacrée aux grands savants de la Renaissance qu'il appelle les bâtisseurs du ciel. Ce qui l'intéresse chez ces bâtisseurs du ciel, c'est la façon de comprendre comment est fait le monde. Et d'avoir une hypothèse et d'aller au bout de cette hypothèse, même à l'encontre des avis des autres ou des autorités, entre autres là l'Église. Je pense que ça c'est important. La perruque de Newton qui vient de paraître est le 4e tome de cette série. Qui était-il? Isaac Newton, l'homme, le génie, dit-on, qui a découvert les lois de la gravitation universelle. Alors on s'imagine à ce que ce soit effectivement conforme à ce que les légendes nous disent des génies, c'est-à-dire quelqu'un de sympathique, ouvert, de travailleur, d'intuitif. Eh bien, on découvre que c'est exactement l'inverse. Voici un bonhomme acariâtre, insupportable, misanthrope, menteur, voleur, qui vivra 85 ans, qui mourra puceau, nous dit Jean-Pierre Luminet, dans ce livre qui est un roman. Pourquoi un roman d'ailleurs plutôt qu'une biographie, vous qui avez la rigueur des grands scientifiques? Eh bien, parce que je poursuis l'entreprise que j'avais commencée précisément il y a pratiquement 10 ans, à raconter l'histoire des sciences sous une forme romanesque, certes étayée par une documentation historique très très solide, mais avec l'idée d'instruire en divertissant, pour reprendre la célèbre expression d'Alexandre Dumas, pour l'histoire des hommes politiques. Et les histoires des hommes de science, ce sont des histoires également fabuleuses. Ce sont eux, en fait, qui, sur le long terme, changent vraiment notre conception du monde. Sans Isaac Newton, le monde d'aujourd'hui ne serait pas comme il l'est. Isaac Newton, c'est vrai que c'est l'auteur d'une immense révolution scientifique. Pensons que, bon, c'est vrai que dans la série des bâtisseurs du ciel, qui commence avec Copernic et 150 ans plus tard, qui s'achève avec Newton, rappelons en 2 mots la révolution scientifique, c'est-à-dire le changement de vision du monde. Avant Copernic, on croit que l'univers est tout petit, centré sur la Terre absolument immobile, et les étoiles ne sont que des lampions dans la nuit pour éclairer et pour faire joli. Après Newton, on pense que l'univers il est gigantesque, peut-être même infini, que toutes les étoiles sont autant de soleils, sans doute entourés d'autres planètes comme la Terre, et peut-être donc la pluralité des mondes habités, donc une conception radicalement différente. Et surtout le début de la science moderne, parce que Newton, au-delà de cet exploit astronomique, est également un génial mathématicien. Il va inventer également les mathématiques modernes. Mais dans cette série donc de bâtisseurs du ciel, c'est un petit peu le grand méchant loup, parce que c'est un personnage invraisemblablement antipathique, mais on peut lui trouver des circonstances atténuantes. Alors ce que vous faites d'ailleurs, c'est là où le romancier prendre pour héros un personnage qui est vindicatif, colérique, haineux, montre parfois des sentiments humains quand même pas très très nobles. C'est un défi intéressant pour un romancier. Alors, il est né le jour de Noël, 1642. Et il va être marqué très tôt par, en fait, un triple traumatisme, c'est-à-dire 3 figures tutélaires qui sont le père, la mère et le beau-père. Ouais. Le père, c'est l'absence du père. Son père meurt avant sa naissance. Mais il ne le découvrira qu'à 19 ans, écrivez-vous. Tardivement. Non, il sait que son père meurt avant sa naissance. Donc il cherchera un père de substitution. Il le trouvera. C'est Dieu. dont il se considérera comme l'un des prophètes chargés de révéler à l'humanité la véritable philosophie naturelle et donc la religion naturelle. En toute simplicité. Après l'abandon de la mère. Sa mère
très vite se remarie avec un pasteur et abandonne l'éducation du jeune Isaac Newton à la grand-mère, qui est une fermière extrêmement rude. Et donc Newton ne retrouvera sa mère qu'à l'âge de 11 ans. Donc l'abandon de sa mère, ça se traduira également par une mère de substitution. C'est quoi? C'est la mère nature. Hein, n'oubliez pas, les physiciens, la nature, on l'appelle souvent la mère nature. Et Newton va toute sa vie chercher à réaliser, à retrouver une union avec la nature. Et c'est quoi? C'est les principes mathématiques de la philosophie naturelle, la loi d'attraction universelle, les lois de l'optique, toutes les choses extraordinaires. Jean-Pierre Luminet, vous nous racontez ça comme c'était une évidence. Moi, je veux dire, lecteur de base, je suis tout à fait prêt à vous croire et à rentrer dans le roman. Racontez-nous comment, justement, il découvre cette loi de la gravitation universelle. Jusqu'à présent, on avait l'image de la pomme qui tombe verticalement. Ça fait 3 pages, 76 à 79, qui sont excellentes dans votre roman. Que se passe-t-il et comment, tout à coup, cet homme découvre-t-il cette loi? Eh bien, donc, après cette jeunesse difficile et tourmentée, où c'est un personnage extrêmement refermé sur lui-même, il va tout de même à l'université de Cambridge, pas de façon très glorieuse. Il est d'abord sous-boursier, c'est-à-dire vraiment le niveau le plus bas des étudiants. Et très rapidement, il a à peine le temps de passer son baccalauréat qu'il y a la grande peste. Et donc, toutes les universités ferment. Donc, il retourne dans son manoir natal, dans sa ferme, et là, il passe 2 années qu'il appellera plus tard les Annis Mirabilis, les 2 années merveilleuses. Et là, il est seul dans sa ferme, et il observe la nature et il réfléchit. Alors, il y a la légende, qui est partiellement une légende, que le vieux Newton a racontée beaucoup plus tard pour enjoliver sa propre histoire. Oui, parce que c'est un personnage, vous racontez, qui est un personnage qui ne cesse de sculpter sa propre légende pour la postérité. Oui. Donc, il y a la pomme qui tombe, il y a la lune dans le ciel, il se dit, mais si la pomme tombe sur la terre, la lune doit également tomber sur la terre avec une force de même nature, et c'est la loi de l'attraction universelle. Évidemment, c'est raconté de façon extraordinairement simpliste par rapport à l'exploit intellectuel que ça représente, mais il ne faut pas oublier qu'au cours de ces 2 années merveilleuses, il a également découvert le principe du télescope, il a inventé le calcul différentiel intégral, pardon pour ce terme savant, mais c'est un petit peu la base des mathématiques modernes, et puis il a fait la fameuse expérience de la décomposition d'un rayon de soleil à travers un prisme pour découvrir les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est-à-dire il a commencé à comprendre la nature de la lumière. Donc ça, c'est l'œuvre visible de Newton. Ouais. Alors, après, tout ça c'est passionnant, mais il y a une chose qui est très intéressante, c'est que votre roman remet en perspective tout le XVIIe. Le XVIIe, siècle de grandes découvertes, mais siècle de formidable littérature. Et le siècle suivant, le XVIIIe, verra en Newton un des maîtres de la raison, un grand scientifique. Or, vous racontez que raison, non, pas tellement. Il adorait l'ésotérisme. Pendant des années, il se livre à la pratique de l'alchimie. Comment expliquez-vous qu'un personnage comme ça puisse découvrir des règles scientifiques de manière c'est ce qui m'a davantage intéressé dans le livre, c'est justement la face cachée de ce génie scientifique. Et d'ailleurs, le titre, La perruque de Newton, c'est un petit peu une image de ça. Quand on soulève la perruque flamboyante du membre de la Royal Society, etc., on découvre un crâne dégarni prématurément, parce que sous ce crâne, c'est vrai qu'il y a un cerveau de génie qui a découvert les nouvelles lois scientifiques, mais il y a aussi un cerveau extraordinairement tourmenté et qui en fait a perdu ses cheveux en pratiquant l'alchimie au laboratoire. Les vapeurs du soufre et de mercure lui ont fait perdre prématurément sa belle chevelure, et puis il a passé des nuits entières à déchiffrer les textes bibliques, la lecture de l'Apocalypse. Oui, parce qu'il essaye d'établir à partir de la lecture des Écritures la date et l'heure précise de l'Apocalypse. De l'Apocalypse, oui. Ce qu'il appelle l'Apocalypse, n'est pas l'Apocalypse à la 2012, aussi naïf que cela. C'est pour lui en fait le retour à la religion naturelle. Donc je disais que Newton était un obsédé de Dieu et il se considère comme un prophète, héritier direct de Moïse et Isaïe, qui selon lui avaient également le savoir ultime sur la vérité de l'univers. Et pour lui, ce savoir a été falsifié par les premiers pères de l'Église au concile de Nicée. Donc en fait c'est un hérétique, Newton, qui nie par exemple d'ailleurs la Sainte Trinité, alors que lui-même est professeur de mathématiques au Trinity College, ce qui ne manque pas de sel. Il y a autre chose qui ne manque pas de sel tout de même, c'est qu'un cerveau scientifique aussi rigide puisse être aussi bigot. Comment expliquez-vous que quelqu'un qui va bouleverser ce que jusqu'à présent l'Église a fini du bout des lèvres par admettre, puisse être lui-même aussi croyant, aussi strict dans sa croyance? D'abord, à l'époque, il était difficile de ne pas être croyant, mais en plus, il appartenait à ce qu'on appelle le puritanisme. Le puritanisme pur et dur de l'époque, c'était effectivement
s'apparentait effectivement à une forme de bigoterie. Mais il y a quelque chose que Et qu'il fallait cacher, non, à l'époque, parce que c'est plutôt le retour de l'Église anglicane. Donc absolument, oui, parce qu'il était en opposition avec l'Église anglicane, et d'ailleurs il a tout fait pour essayer de ne pas recevoir les ordres de l'Église anglicane que normalement il aurait dû avoir en étant professeur au Trinity College. Je voulais dire aussi tout à l'heure qu'il y avait une troisième figure tutélaire qui l'a traumatisé dans sa jeunesse, c'est justement le beau-père qui lui a pris sa mère. Ouais. Et donc il a eu une haine Vous avez lu terrible Michel de ce Onfray, beau-père. Pardon ? Vous avez lu Michel Onfray, vous, récemment? Absolument pas, je ne sais pas même pas à peine qui c'est. D'accord. Bon. C'est pas un peu facile, ça, quand même, la mère nature, Jean-Pierre Luminet, le beau-père qui lui pique sa mère, etc. Mais de fait, écoutez, j'ai pas mis ça du tout dans le roman, et ça m'est venu juste avant de venir dans l'émission. Oh, d'accord. Peut-être que c'est pas ce que j'aurais dû raconter, mais peut-être que finalement c'est ça, parce que la haine du beau-père qu'il a eue, c'est la haine, ça va se retrouver dans la haine qu'il va avoir après pour tout rival possible et imaginable. Alors, il y en a un qui est très intéressant. Alors, Robert Hooke, Descartes. Et Descartes. Alors attendez, Et arrêtons-nous un tout petit peu sur la vieille rivalité franco-anglaise, qui ne date pas du dernier tournoi Destination, mais déjà à l'époque de Newton, énorme problème entre l'anglais Newton et le français Descartes, et Newton appelle Descartes Carte. Il lui ôte la particule 2, qui est une particule aristocratique. Il l'appelle Monsieur Carte. Pourquoi en veut-il tellement à Descartes? Plusieurs interprétations. L'une des choses, c'est aussi, excusez-moi, de repartir sur la psychanalyse, qui en plus n'est pas du tout mon domaine, c'est un peu le meurtre du père. Parce qu'il apprend chez Descartes les mathématiques. Et après, il va tout faire pour montrer que c'est pas la bonne façon de faire des mathématiques. Premièrement. Mais surtout, c'est sur le plan philosophique très profond. Pour lui, Descartes est un athée, car c'est un mécaniste. Descartes veut tout réduire, sépare l'âme et le corps. Et il décrit un monde entièrement décrit par de la mécanique. Lui, au contraire, Newton est un obsédé de Dieu. Il pense que le monde est organisé par la pensée de Dieu. Par exemple, la gravitation universelle, pour lui, et l'espace, c'est l'organe de Dieu. Et Dieu s'exprime en créant les phénomènes de gravitation universelle. Donc c'est pour ça que Newton est aussi anti-cartésien pour des raisons également philosophiques, au-delà des raisons de pure rivalité. Mais il va être encore pire avec d'autres personnages, comme Robert Hooke, dont personne n'a jamais entendu parler, mais qui a en son temps été considéré comme le Léonard de Vinci de Londres, tellement que c'était un personnage brillant. Voilà, tout ça vous le retrouverez dans ce roman extraordinairement enlevé, dans lequel on voit des dizaines et des dizaines de personnages, des connus, des moins connus. Ça s'appelle La perruque de Newton. Ouais. Et il meurt donc à 85 ans. Quand vous écrivez il meurt puceau, c'est vous le romancier ou c'est la stricte vérité? C'est son médecin qui l'a dit à Voltaire. Ah, si c'est les toubibs qui le disent à Voltaire, c'est que c'est vrai. La perruque de Newton, c'est chez Lattès, c'est excellent, et c'est signé Jean-Pierre Luminet.